Bien le bonjour, c'est Pliskin. Vous vous y attendez pas, hein? Si? Avant d'évoquer le sujet de la vidéo, laissez-moi vous raconter sa genèse. Au tout départ, je voulais faire un Parlons Théâtre sur l'histoire du théâtre, avec un grand H et un grand T. Et vu que je ne suis pas historien de profession, il fallait que je fasse des recherches. Et pour cette vidéo, je voulais faire des recherches sérieuses. Je ne voulais pas me conforter seulement sur Wikipédia ou quelques articles par-ci par-là sur internet. Du coup, je me suis documenté, notamment avec 2 livres qui fournissent plein de détails sur le théâtre et son histoire. Et le souci que j'ai eu, c'est que justement, il y a trop de détails. Je ne m'attendais pas à lire plein de choses intéressantes, et je ne pourrais pas toutes les caser en une seule vidéo. Ça serait beaucoup, mais beaucoup trop long. Donc je m'étais dit, au lieu de faire une énorme vidéo que personne n'aura le courage de regarder, je ferai plusieurs petites vidéos qui chacune parlera du théâtre à une certaine époque. Et puis ça me donnera plus d'idées de sujets à traiter dans les Parlons Théâtre. Donc commençons à explorer l'histoire du théâtre en nous intéressant à ses prémices. Quand le théâtre est-il apparu? Quelle civilisation ont pratiqué les premiers? Qu'y avait-il avant l'apparition du 6e art? Les réponses sont dans ce nouvel épisode de Parlons Théâtre. Autant que je vous prévienne tout de suite, cette partie de la vidéo ne va être composée que de suppositions non vérifiées. Car déjà, pour comprendre comment vivaient les hommes des cavernes, on se repose que sur des ossements ou des reliques trouvées par des archéologues. Les seules sources écrites de cette époque sont les peintures rupestres dans les grottes. Bah oui, l'écriture n'a pas encore été inventée. Du coup, ce que je vais vous raconter ne sont que des suppositions de spécialistes. Ne prenez pas ces informations pour argent comptant. À la préhistoire donc, le théâtre tel que nous connaissons n'a pas encore pointé le bout de son nez. Il faudra attendre l'Antiquité pour considérer cette pratique comme un art. Nos ancêtres pratiquaient tout de même la mise en scène, mais pour un but autre qu'artistique. Rien que pour s'exprimer déjà, le langage parlé n'était composé que d'onomatopées ou de balbutiements de syllabes, donc il fallait bien communiquer autrement. Par exemple, ils utilisaient le langage corporel pour raconter à leurs compagnons le déroulement d'une chasse ou d'un affrontement. C'est ainsi qu'ils utilisaient les signes corporels avec les mains ou voire tout le corps entier. Et au fil du temps, ils élaboraient des mises en scène pour raconter leurs histoires. La mise en scène était une façon de communiquer. Mais pas que. Très vite, ils inventèrent les costumes, les maquillages et les masques, tout d'abord pour la chasse, car ils avaient l'utilité d'intimider des proies plus imposantes qu'eux. Et ils n'hésitaient pas à lancer des cris pour faire peur aux animaux dangereux. Là encore, on est dans de la mise en scène, mais cette fois-ci pour survivre dans le monde animal. Et puis après, lorsque l'être humain ne se considérait plus comme un animal, mais comme un être humain donc, la religion prend le relais. Car on avait beau être l'espèce la plus intelligente du monde, on se posait quand même des questions sur ce qui nous entourait. On commença à avoir des croyances et à imaginer des dieux à tout va. Du coup, l'expression scénique était utilisée pour implorer ces dieux, ou pour provoquer des événements dont l'être humain ne peut pas les provoquer tout seul, comme les événements météorologiques par exemple. Tout ceci était sous forme de rituels et de cérémonies, mis en scène par des sorciers ou des érudits. Et on retrouve dans tout ça le langage corporel, avec la danse notamment, les cris qui deviendront petit à petit des chants, les costumes, les maquillages, les masques, tout ce qui compose le théâtre finalement. Vous l'aurez compris, le théâtre, avant qu'il soit un art et un divertissement, avait un but pratique. L'expression scénique et la mise en scène étaient nécessaires pour la survie de l'homme.
Si on pose la question « Qui a inventé le théâtre ?», automatiquement on répond « Bah, ce sont les Grecs, dans l'Antiquité ». Eh bien, pas exactement. Certes, la Grèce antique fut le précurseur du théâtre occidental, mais sachez qu'on n'a pas attendu les Grecs pour qu'on utilise le théâtre comme une source de divertissement, dans l'Égypte antique par exemple. Bien avant les années 50, les égyptologues n'étaient pas très sûrs que le théâtre existait à l'époque des pharaons. Ils avaient très peu d'informations sur ce sujet. Comme dans toute civilisation, il y a bien eu l'existence de cérémonies religieuses, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas du divertissement à proprement parler. Puis en faisant des études approfondies sur les vestiges et les papyrus qui ont survécu au passage du temps, on commença à trouver des pièces de théâtre pouvant dater jusqu'aux prémices du Moyen Empire. En gros, à la fin du 3e millénaire avant Jésus-Christ. Et ouais, ça ne fait pas tout jeune. Bon, après, ne vous extasiez pas trop, mais on n'a pas trouvé des pièces de théâtre entières, mais seulement des représentations de scènes par-ci par-là. Évidemment, toutes ces scènes sont écrites en hiéroglyphes, donc impossible de les traduire le plus fidèlement possible. Mais après les études de ces textes, on a découvert que ces pièces de théâtre sont en fait composées de répliques déjà utilisées dans des rites funéraires et religieuses. On suppose alors que les scribes, qui étaient chargés d'écrire ces pièces, mettaient ces répliques bout à bout pour construire une scène. Ce dont on est sûr par contre, c'est que ces scènes théâtralisées étaient jouées pour divertir et instruire religieusement la population. Tous les jeux scéniques retrouvés par les égyptologues parlent en effet des dieux et de leurs histoires, très souvent celles d'Isis et d'Horus. C'était les héros de l'époque. D'ailleurs dans l'Antiquité, et ça dans toutes les civilisations, le théâtre avait constamment un lien avec la religion. Dans les civilisations précolombiennes, notamment chez les Aztèques, les jeux scéniques étaient sous forme de processions religieuses. Les prêtres récitaient des poèmes dédiés aux dieux devant leurs fidèles. Puis tout ceci s'est transformé en jeux dramatiques, composés de danses, de chants, et même de représentations théâtrales, avec comme finale un sacrifice humain. Oui, ça c'est le côté hardcore du théâtre aztèque. Vu qu'ils croyaient en la réincarnation, les acteurs de ces mises en scène donnaient tout dans leur rôle, et à la fin conclurent par une mise à mort sacrificielle. Ces acteurs étaient au courant, et donc volontaires, à se donner la mort au nom de leur dieu. Mais ne vous en faites pas, il n'y avait pas que ça non plus dans le théâtre précolombien. De plus, ce qui est fascinant avec ces civilisations, c'est qu'ils ont eu plusieurs millénaires d'existence, et donc ont eu le temps de faire évoluer leur vision du théâtre, et d'exploiter d'autres types de jeux scéniques, comme la farce, la prestidigitation ou le théâtre de rue. Ils finissent même par jouer des drames et des comédies, de la même manière que les Grecs à l'époque de l'Antiquité. Mais après, vous connaissez la suite, les Espagnols sont venus et toute cette culture précolombienne disparaît. On ne les remercie pas! Partons maintenant dans un autre continent, l'Asie. En Chine, de nombreuses fêtes religieuses ont été créées car les pratiques étaient différentes selon les classes sociales. La classe populaire pratiquait le syncrétisme, qui veut dire une combinaison de plusieurs croyances, alors que la classe impériale et fonctionnaire, elle, pratiquait une religion plus définie et plus stricte. Grâce à cette ouverture d'esprit sur la religion, plusieurs fêtes et célébrations se sont succédées, dont le carnaval du Nouvel An, la plus suivie et encore d'actualité aujourd'hui. Enfin, sauf cette année à cause du coronavirus. Le Nouvel An chinois fut l'une des fêtes qui a donné naissance au théâtre chinois. À l'origine, le carnaval débutait avec un cortège qui arpentait les rues de la ville. À la tête de ce cortège, on trouvait un homme jouant le rôle d'un vieux sorcier, symbolisant le mauvais présage. Il était parfois accompagné de plusieurs acolytes ayant la même dégaine que lui. Il était ensuite suivi de plusieurs enfants, avec des arcs et des flèches, chassant le mauvais esprit qui pourrait gâcher la fête. Ce cortège symbolise tout simplement l'esprit de cet événement. Il s'agit d'une fête qui permet de chasser les mauvais moments de l'an passé, pour laisser exprimer les bons présages de l'année suivante. Au fil du temps, ces cortèges ont évolué et sont maintenant animés par des comédiens et danseurs professionnels avec des représentations d'animaux. Et on retrouve ce genre de procession au Japon. Les Japonais eux aussi ont une pléiade de célébrations, dont les Kagura qui signifient divertissement des dieux. Oui, encore ces foutus dieux. Et toutes ces fêtes religieuses donnant naissance à d'autres fêtes, profanes cette fois-ci, ce qui va donner naissance au théâtre japonais qui connaît de nombreuses variantes. Parmi les plus répandues, il y a le Kyogen, théâtre porté sur la comédie, le Bunkaru, qui est un spectacle de marionnettes, le Kabuki, qui à l'origine était une danse érotique et deviendra plus tard, sur ordre du shogunat, un théâtre porté sur le dramatique, mais le plus célèbre d'entre eux, resté encore intact aujourd'hui, est le théâtre du No. Le No est un drame lyrique qui mêle le jeu, le chant, la danse et la musique
où les acteurs récitaient de longs poèmes en chantant et en mimant. Pour les personnes étrangères, ce genre de théâtre peut être impressionnant car tout le jeu d'acteur est concentré sur l'amplitude et l'exagération. Ce théâtre devient tellement populaire que les comédiens japonais servent de base pour jouer un rôle. Et ça se sent quand ils jouent dans des films ou quand ils incarnent un personnage d'animation. Tout est dans l'amplification des émotions. Donc on peut dire que toutes les civilisations ont chacune inventé leur propre théâtre. Certes, pas à la même époque pour certaines, mais au moins nous savons que le théâtre n'est pas seulement une invention occidentale. Même si chaque civilisation a créé leur propre vision du théâtre, il y en a une qui se démarque plus que les autres, c'est la civilisation grecque. Ce sera dans la Grèce antique que nous verrons la naissance du théâtre que nous connaissons aujourd'hui en Occident. Et ça, on le doit à un seul dieu, c'est Dionysos. Oui, Dionysos, le dieu de la vigne, du vin et de ses excès. Un pochetron, quoi. Plus sérieusement, Dionysos, ou Bacchus pour les Romains, symbolisait la folie, la démesure et la joie de vivre. À la fin des vendanges, le peuple organisait une fête pour lui rendre hommage et célébrer son culte. Comme pour toutes les civilisations que nous avons vues tout à l'heure, le peuple grec assistait à des cortèges composés de fidèles de Dionysos. Les participants à ce cortège étaient tous déguisés. Une personne prenait le rôle de Dionysos et se déplaçait dans le cortège monté sur un âne. Les autres étaient soit drapés de toge, soit déguisés en satyre, une créature mi-homme mi-bouc. Dionysos n'est pas le dieu de la démesure pour rien. Plus tard, ce cortège disparaîtra et sera remplacé par le dithyrambe. C'est à partir de là où le théâtre commence à prendre forme. Eh ben dis donc, Pliskin! Mais c'est quoi le dithyrambe? Eh bien justement, Fred, j'allais l'expliquer. Il s'agit d'une sorte de danse où les participants mêlent chant et poème, parfois accompagnés d'un chœur et d'un chef de chœur qu'on appelle le coryphée. Les danseurs formaient un cercle autour d'un pylône en pierre qui servait d'autel. Et ils dansaient tout autour de ce pylône pendant un petit moment, sans quitter le cercle qu'ils ont formé. Puis, quand l'ambiance commençait à battre son plein, quelques danseurs quittaient ce cercle pour en former un autre à l'intérieur. Ces personnes-là formaient alors le chœur qui improvisait des chants. Puis, dans ce petit groupe de chœurs, le plus inspiré d'entre eux monte sur l'autel en pierre et devient le coryphée, celui qui doit improviser des poèmes pendant que le chœur les répète en chantant. Et pendant ce moment-là, les gens qui sont restés sur le premier cercle arrêtent de danser et deviennent les spectateurs de ce dithyrambe qui faisait des éloges à Dionysos. D'ailleurs, c'est là d'où vient l'adjectif dithyrambique. Une personne dithyrambique, c'est quelqu'un qui critique de façon très élogieuse, voire exagérée. Cette danse donc a fait son apparition au 8e siècle avant Jésus-Christ. Mais le dithyrambe va évoluer pendant les 2 prochains siècles qui vont suivre. Déjà, le public qui assiste au chant du chœur ne danse plus, ils seront statiques pendant tout le spectacle. Les gens étaient de plus en plus nombreux à y assister, donc c'était mieux que ce soit seulement le chœur et le coryphée à l'intérieur du cercle qui dansent. Puis, ce grand cercle deviendra petit à petit un demi-cercle pour laisser la place au coryphée qui ne sera plus au milieu du chœur, mais à l'extérieur. Et enfin, au début du 5e siècle avant Jésus-Christ, le public fut tellement nombreux à regarder cette danse qu'on a fini par construire des petits amphithéâtres où le chœur et le coryphée dansaient au centre sur une scène. Mesdames et messieurs, nous venons d'assister à la naissance du théâtre.
Car après, dans ces amphithéâtres, en plus des danses, le peuple grec commencera à raconter des histoires sur les dieux et les héros des temps anciens, jusqu'à incarner ces personnages en jouant la comédie. Le théâtre que nous connaissons aujourd'hui a plus de 25 siècles d'existence. Et tant de choses sont passées durant tout ce temps. Tant de dramaturges ont existé et tant de pièces furent écrites. Tant de choses à découvrir dans ce 6e art. Le magnifique art du théâtre. Du coup, là, c'est moi qui suis dithyrambique. Ouh, eh ben dis donc, ça n'a pas été facile, hein. Pas facile dans les recherches, pas facile dans l'écriture, pas facile dans le tournage, et j'imagine que ça sera pas facile dans le montage. Mais bon, ça m'a quand même plu ce sujet sur l'histoire du théâtre, enfin sur le début d'histoire du théâtre. Hein. J'ai un peu changé de sujet en cours du temps, mais oui, parce qu'il y a tellement... En fait, ça paraît pas comme ça, mais il y a tellement de choses... tellement de choses qui se sont passées dans le théâtre, tellement de changements et tout ça. Je ne pouvais pas faire toute l'histoire du théâtre en une seule vidéo, donc du coup, je vais plutôt découper en plusieurs vidéos. Voilà, ça sera beaucoup plus simple. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez connaître mes sources, attendez. Voilà, j'ai fait mes recherches donc avec ces deux livres, ces deux livres-là. Je mettrai peut-être le lien dans la description si ça vous intéresse de vous les procurer. Donc le premier qui est l'histoire du théâtre dessiné de André Degaine, ouais c'est ça, de André Degaine. Donc ça raconte dans les grandes lignes l'histoire du théâtre avec tout plein de dessins dessus. C'est pas une bande dessinée, mais c'est avec tout plein de dessins, de schémas et tout. Ça a l'air intéressant. J'ai pas tout lu. J'ai pas tout lu, mais c'est vraiment génial. Et puis le deuxième, le grand livre du théâtre de Luc Fritsch, qui lui a plus de détails sur les différentes sur les différentes époques et sur les différentes civilisations et différentes sociétés, différents pays, enfin... Ouais, c'est beaucoup plus détaillé niveau international, en fait, si vous voulez. Voilà, si vous voulez soutenir ma chaîne, bah déjà abonnez-vous à cette chaîne si mes vidéos vous intéressent. Je ne fais pas que du théâtre, je fais aussi un petit peu de cinéma, même si en ce moment, avec le confinement, bah j'ai pas trop vu de films en ce moment. Donc voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu beaucoup de critiques cinoches. Et voilà, et si vous avez aimé cette vidéo-là, mettez un petit pouce bleu pour bien montrer que vous avez aimé la vidéo. Mettez un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et voilà, et partagez la vidéo autour de vous, à vos amis, à votre famille et tout ça. Voilà, il y a très peu de vidéos sur le théâtre, donc ce serait bien que ce soit un petit peu plus reconnu. Et je ne le dis presque jamais dans mes vidéos, mais j'ai aussi une page Facebook et un Twitter, vous pouvez aller voir, même si parfois j'oublie de prévenir qu'il y a une vidéo qui est sortie, parce que j'ai pas encore l'habitude d'informer les gens, mais je fais un effort, Enfin voilà, maintenant c'est la fin de cette vidéo, donc je vous dis prenez soin de vous, surtout en ce moment, dans cette crise sanitaire. Et je vous dis, ciao, à la prochaine.